Bien, bonjour tout le monde. Dans cette dernière partie, quatrième et dernière partie du chapitre Comment s'organise la vie politique. D'accord? Une quatrième partie qui s'intitule Quels sont les différents acteurs qui contribuent à la vie politique. Bien, alors la démocratie particulièrement comme système politique ne peut fonctionner sans l'implication et l'investissement des citoyens, c'est-à-dire du peuple. Un investissement individuel et collectif, ça on l'a déjà vu. Donc, il s'agit tout d'abord principalement du peuple comme acteur principal de la vie politique. Seulement, le peuple ne peut se contenter de participation individuelle comme le vote. Il est obligé de s'organiser autrement pour être plus efficace dans l'exercice de son pouvoir politique. Donc, première sous-partie, on va se poser la question du rôle des partis politiques comme principale organisation politique. En fait, les partis politiques au sens moderne du terme sont apparus d'abord en Angleterre au début du 19e siècle. En France, c'était un peu plus tardif. Pourquoi? Parce que, pour la petite histoire, en France, on avait adopté le lendemain de la Révolution française une loi qui s'appelle la loi Chapelier, qui avait interdit en fait les syndicats, toute corporation, tout regroupement de personnes euh, pour des raisons professionnelles, politiques, économiques, etc. Officiellement, c'était pour promouvoir l'égalité entre citoyens, parce que lorsqu'on crée un syndicat ou ce qui ressemble, le but c'est de favoriser un métier, une corporation, au détriment des autres. Donc c'était contre l'esprit de la Révolution, donc c'était interdit. D'autres accusaient cette loi d'être tout simplement un moyen d'empêcher les citoyens de se regrouper et de concerter en vue d'une autre révolution plus tard. Donc ça c'est pour la petite histoire. De toute façon, cette loi a été abrogée en 1884 et on a pu avoir la création, assister à la création du premier parti politique dès 1901. Il s'agit du parti qui s'appelait Parti républicain radical, radical socialiste, que vous voyez, dont vous voyez l'affiche sous les yeux. Donc ce sont des partis qui n'existent plus sous cette forme-là. On se pose maintenant la question du rôle ou des rôles des partis politiques d'une manière plus précise. Alors tout d'abord, il y a un rôle de sélection des candidats. Sélection des candidats, c'est-à-dire que les gens qui sont candidats pour devenir nos représentants politiques, dans le cadre de notre démocratie représentative, eh bien ils sont nombreux. Et nous, les citoyens, on n'est pas très bien formés, très bien équipés pour décerner les postes politiques et pour déterminer les meilleurs candidats. Les partis politiques ont le rôle de faire une sélection, une présélection pour nous, en nous présentant des personnalités politiques. Donc l'exemple ce qu'on appelle les primaires, hein, un scrutin pendant lequel les partis politiques, les grands partis politiques nous demandent à nous citoyens d'aller choisir parmi une présélection de candidats ceux qui doivent représenter, porter le drapeau du parti dans les grandes échéances électorales. Vous avez sous les yeux l'exemple des primaires des deux grands partis de droite et de gauche eh bien, pendant les élections présidentielles de 2017, enfin la sélection des candidats qui ont été présentés. Un deuxième rôle, l'élaboration des programmes politiques. Parce que les citoyens ne sont pas des politiciens de métier, ne connaissent pas très bien les idées politiques qui existent, la façon de les appliquer. Les partis politiques rédigent pour nous des programmes politiques, hein, une sorte de sélection d'idées qu'ils promettent de mettre en œuvre une fois arrivés au pouvoir. Donc le citoyen simple n'a pas à faire cet effort-là, c'est le rôle des partis politiques. Il y a aussi cette question de la mobilisation et surtout de la politisation des citoyens. Parce que les citoyens ne s'intéressent pas systématiquement à la politique. Du coup, les partis politiques ont le rôle déjà de mobiliser, sensibiliser les citoyens à l'importance de la question, notamment du vote et de la participation électorale et politique en général, et surtout politiser les citoyens. Quelqu'un qui n'est pas politisé, c'est quelqu'un qui ne s'inscrit pas du tout dans les démarches politiques, qui n'a aucun intérêt pour la vie politique. Politiser cet individu-là, ce citoyen, c'est le rôle des partis politiques, en lui donnant en fait le sens de la participation politique et en le sensibilisant
à cette question. Vous avez sous les yeux, par exemple, Emmanuel Macron, pendant un meeting. Emmanuel Macron a fondé un parti politique en 2017, qu'il a appelé La République En Marche. Et ensuite, il a fait un certain nombre de meetings dans lesquels il a essayé de galvaniser les citoyens et les mobiliser à ses côtés. Bon, il n'est pas le seul à faire ça, mais bon, lui et les autres, ils ont contribué, mine de rien, à mobiliser et à politiser la population. Et enfin, un rôle qui consiste à exprimer le mécontentement de la population. C'est un rôle que les partis politiques jouent surtout lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, lorsqu'ils sont dans ce qu'on appelle l'opposition. Un parti politique qui est au pouvoir, aujourd'hui La République En Marche par exemple, n'a pas intérêt à exprimer ou à susciter le mécontentement de la population. Mais les autres partis qui sont dans l'opposition, eux, c'est leur rôle actuellement, pour faire un contre-pouvoir, pour équilibrer les choses. Donc ils cherchent à exprimer d'une façon plus claire les sujets qui mécontentent la population et exprimer aussi leur colère à travers les manifestations, etc. Voilà, il y a un dernier point sur lequel on doit insister, c'est la question du pluralisme politique. Les partis politiques, quand ils existent, ils doivent être plusieurs. D'accord? Un régime où il y a un seul parti politique, ce n'est pas un régime démocratique. Et ça existe, ça s'appelle les régimes à parti unique. Généralement, ce sont des partis communistes, c'est des pays communistes, on va dire, dans lesquels un seul parti monopolise la vie politique et il y a interdiction de créer d'autres partis politiques. Dans une démocratie, il faut avoir plusieurs partis politiques. C'est ce qu'on appelle la règle du pluralisme. Vous avez ici sous les yeux les cinq grands partis qui ont animé en quelque sorte les élections présidentielles de 2017. En Marche qui est arrivé premier, Front National qui s'appelle maintenant Rassemblement National arrivé deuxième, les Républicains troisième, la France Insoumise quatrième et le PS était cinquième. Voilà. Alors, avant de parler des autres organisations de la vie politique, ce qu'on appelle les organisations de la société civile organisée et des médias, je vais finir par la définition des partis politiques. Un parti politique, c'est un groupement de personnes défendant les mêmes idées politiques ayant pour but de conquérir et d'exercer le pouvoir pour les mettre en application. Voilà, donc il y a un but de conquérir et d'exercer le pouvoir. Ce but-là n'existe pas chez les autres organisations politiques et c'est ce qui fait plus précisément la différence entre ces deux catégories. C'est-à-dire que les autres organisations de la société civile, comme les syndicats, dont vous voyez quelques exemples ici sous les yeux, les associations, les ONG, etc., ils n'ont pas pour but de conquérir le pouvoir et de mettre l'un des leurs au sommet du pouvoir et de l'État. Non, ils veulent juste influencer la décision politique, influencer le décideur politique dans le sens qui sert leurs intérêts. Voilà. Donc, que trouve-t-on dans cette société civile organisée? On trouve d'abord les syndicats, d'accord, CGT, Force ouvrière, etc., des associations, Restos du Cœur, Croix-Rouge et autres, des ONG comme Greenpeace, et aussi ce qu'on appelle les collectifs citoyens, comme les Gilets jaunes, les Bonnets rouges il y a quelques années. On peut trouver aussi même des organisations qui représentent une communauté religieuse, d'accord, une organisation qui exprime le point de vue des musulmans de France, ou des juifs, ou des catholiques, ou autres. On peut trouver aussi des lobbies. Alors, les lobbies, c'est des groupes de pression qui sont des acteurs de la vie politique aussi. Je vous laisse chercher plus d'informations là-dessus, si vous voulez. Alors, avant de parler des médias, qu'est-ce qu'on peut préciser à propos de ces organisations? Donc en fait, je donne des exemples. Exemple d'une intervention d'une association sur la vie politique. Une association qui, par exemple, défend les animaux peut interpeller les citoyens pour les inciter, les persuader de voter pour les candidats qui promettent d'interdire certaines pratiques comme utiliser les animaux au cirque ou brutaliser les animaux, etc. Et là, en fait, il y a intervention dans la vie politique et on considère que l'association est un acteur dans la vie politique parce que les candidats politiques souhaitant
profiter du vote des gens qui soutiennent l'association, eh bien, ils ont intérêt à inscrire dans leur programme des mesures pour protéger les animaux. Un autre exemple, un lobby par exemple qui représente les producteurs d'engrais, chose qu'on utilise dans l'agriculture de masse, peut mettre la pression directement sur le gouvernement et les responsables politiques afin qu'ils autorisent l'utilisation de certains produits chimiques dans l'agriculture française, qui sont interdits jusqu'ici, par exemple. Donc voilà des exemples d'intervention de la société civile organisée dans la vie politique, et qui nous permettent de les considérer, ces organisations-là, comme des acteurs de la vie politique. On va finir par les médias. On peut tout simplement dire que tous les acteurs politiques qu'on a cités jusqu'ici ont besoin des médias pour promouvoir leurs idées et pour les défendre face aux autres points de vue, à travers les débats politiques, les débats télévisés, les débats radio, les magazines, les journaux, etc. Vous avez ici une sélection des grands médias de masse, qui influencent et qui structurent la vie politique française. On peut s'arrêter là et je vous dis à la prochaine.